J'ai reçu un message de la banque disant que je devais des paiements sur un prêt de 600 000 euros. Confuse, je leur ai dit que je n'en avais jamais souscrit un. Après avoir creusé davantage, j'ai appris que ma sœur avait utilisé mon identité pour acheter une maison. Le jour de sa grande pendaison de crémaillère, elle est entrée et m'a vu déjà là. Sa mâchoire est tombée instantanément. Le téléphone a sonné un samedi matin, ordinaire, banal, avec une légère touche de routine, comme des dizaines d'autres avant lui, tout semblait à sa place à ce moment-là, je venais juste de finir de faire du café, et le goût amer persistait encore au coin de ma bouche comme le souvenir d'un début de journée chaleureux. Quelques notes autocollantes jaunes étaient collées sur la manche de mon cardigan gris confortable dans lequel je passais tous mes week-ends à la maison, les restes de la liste de choses à faire d'hier que je n'avais jamais supprimées, non pas parce qu'elle était importante, mais parce qu'à cet âge, on s'habitue à s'accrocher à de petits ancrages quotidiens qui nous aident à ne pas nous perdre dans le tumulte. Je venais juste de m'installer à la table de la cuisine, un cahier, un stylo et un dossier de papiers étalés devant moi, prête à enfin trier les reçus et les vieilles notes, quand soudain, l'écran de mon téléphone a clignoté avec une notification, le numéro était inconnu, sans signature, sans indice quant à qui pouvait m'appeler, juste une séquence numérique qui me mettait légèrement mal à l'aise, je voulais l'ignorer, le rejeter, pensant qu'il s'agissait très probablement d'un autre spam ou d'un appel par erreur, mais pour une raison quelconque, mon doigt a automatiquement appuyé sur le bouton vert de réponse, et avant de continuer, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Profitez-en, bonjour, est-ce Liliane Duval, a demandé une voix masculine, égale, même polie, mais avec une pointe de détachement, comme les employés de banque lisant un texte sur un écran, je me suis figé, déplaçant automatiquement mon regard vers la fenêtre de la cuisine, dont le rideau oscillait dans un léger courant d'air. Oui, ai-je répondu brièvement, un peu tendu, c'est Monsieur Dubois, j'appelle de la banque, nous vous contactons concernant le solde restant d'un prêt hypothécaire d'un montant de 640 000 euros, a-t-il poursuivi, quelque chose en moi a tressauté, comme si quelqu'un avait frappé une corde que je n'avais pas touchée depuis longtemps, je me suis redressé, agrippant le bord de la table, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire, excusez-moi, ai-je laissé échapper, un peu agacé, bien que je n'ai pas voulu paraître si abrupt, je n'ai pas de prêt hypothécaire, vous devez vous tromper de numéro. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, pas gênant, mais prudent, comme si Monsieur Dubois ne savait pas comment dire ce qu'il avait à dire, puis il a reparlé, toujours calmement, mais avec une urgence supplémentaire dans la voix, Madame, nous avons votre nom complet, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale dans nos dossiers, vous êtes répertoriée comme l'emprunteuse principale, le prêt a été contracté il y a 4 ans. 4 ans. Instantanément, sans aucun effort, une scène est apparue dans ma tête, notre cuisine familiale, un dîner tardif, et ma sœur cadette Charlotte, son téléphone à la main, faisant défiler des photos d'intérieur, de maison, de balcons fleuris et d'une véranda avec une balançoire. Je me souviens à quel point elle rayonnait de rêve, à quel point elle a levé les yeux et a dit avec espoir, ce sera mon nouveau départ. Liliane, regarde juste, assez d'espace pour fonder une famille. Elle a ri des concepts bancaires, les a appelés des mots effrayants que l'on peut ignorer si l'on veut vraiment recommencer, et ma mère, debout près du fourneau, a seulement souri et a dit, comme en passant, alors, comme si de rien n'était, nous allons penser à quelque chose, la famille trouve toujours un moyen. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que par « nous allons penser à quelque chose », quelqu'un voulait dire moi, j'ai gardé mon calme extérieur d'une manière ou d'une autre, remercié Monsieur Dubois comme si nous discutions d'une transaction bancaire ordinaire, et mis fin à la conversation en posant soigneusement le téléphone sur la table, et puis je suis resté assise là, incapable de bouger, mes yeux fixés sur la surface blanche de la table, comme si elle pouvait refléter une autre réalité, une où tout cela serait une erreur. La pièce était silencieuse, brisée seulement par le bourdonnement régulier du ventilateur de mon ordinateur portable, mes paumes sont devenues moites, et je me suis retrouvé incapable d'avaler ma salive, ma bouche était sèche comme si j'avais couru un marathon, j'ai commencé à me convaincre que c'était une erreur, un accident, une coïncidence absurde, et n'importe qui pourrait avoir le même nom, ou il y avait un problème dans leur base de données, une simple confusion de données, mais quelque chose à l'intérieur me disait, non, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une coïncidence. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre, ne croyant toujours pas entièrement à ce qui se passait, comme si mon corps bougeait de lui-même. Je me suis agenouillé près de la table de chevet, j'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à trier de vieux papiers, il y avait des lettres, des reçus, des cartes d'anniversaire, des cartes de fête. Des mères, des catalogues oubliés, mais au milieu de tout cela, j'ai trouvé ce que je cherchais, une enveloppe blanche avec le logo de la Banque nationale, elle était non ouverte, juste jetée dans une pile d'autres déchets. Je pensais que c'était un courrier publicitaire,
l'une de ces lettres que nous jetons sans même prendre la peine de regarder le contenu. Maintenant, la tenant dans mes mains, j'ai senti mes doigts trembler, ce n'était pas juste du spam, c'était un signe, et je l'avais manqué. Tout ce qui semblait aléatoire auparavant formait maintenant une seule image effrayante, et quelque endroit au plus profond de moi, comme une pierre lourde, une hypothèse est apparue que j'essayais de repousser. Quelqu'un des miens, quelqu'un de très proche de moi, avait utilisé mon nom, mes données, ma vie, pour contracter un prêt qui tombait maintenant sur mes épaules comme une avalanche. Je me suis effondré par terre, juste à côté du lit, entouré de vieilles lettres, d'enveloppes ouvertes et de papiers froissés, comme si j'étais assise parmi les décombres de ma vie. Après tout, je n'avais pas ma propre maison, je n'avais pas contracté de prêt automobile, je n'avais jamais joint de compte avec qui que ce soit. Je menais délibérément une vie financière simple afin de ne pas tomber dans un piège de l'endettement, et pourtant, la voici, la réalité, je devais 640 000 euros, et ce n'était pas un étranger qui l'avait fait, je ne pouvais penser qu'à un seul groupe de personnes à qui, au fil des ans, j'avais volontairement, sans hésitation ni réserve, remis les clés de mon identité, mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale, ma signature, même mon permis de conduire lorsque nécessaire, et ce, avec la confiance inconditionnelle qui ne vient qu'avec l'amour et la responsabilité. C'était ma famille, je leur avais tout donné moi-même, pas d'un coup, mais petit à petit, année après année, dans des moments qui avaient semblé si banals à l'époque. Aider avec les formulaires scolaires de mon neveu, accompagner ma mère aux rendez-vous médicaux, ouvrir des comptes bancaires au nom de Charlotte lorsqu'elle avait perdu son emploi et essayait de recommencer. Je n'avais jamais cessé de penser que chacun de ces actes n'était pas seulement une aide, c'était un accès, c'était une confiance formalisée sur papier et en chiffres. La pensée m'a frappé avec une netteté inattendue, comme un vent glacial soufflant de l'océan le matin et se faufilant sous mon col, soudain, sans avertissement, perçant. Je ne voulais pas y croire. Après tout, nous imaginons toujours les trahisons en famille comme quelque chose de bruyant, de destructeur, presque cinématographique, avec des cris, des portes qui claquent et des assiettes cassées, mais en réalité, tout est différent. Parfois, la trahison arrive doucement, furtivement, couverte de soins, vêtue de bonnes intentions. Elle ne crie pas, elle ne demande pas, elle prend juste, laissant derrière elle une porte fermée que l'on ouvre trop tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une minute, j'étais allongé sur le dos, fixant le plafond, à peine visible dans l'obscurité, et encore, je revenais à une seule question: et s'ils avaient demandé, aurais-je accepté? Aurais-je aidé? Et honnêtement, je ne savais pas, je ne pouvais pas me donner de réponse claire. Peut-être que j'aurais refusé, frayé par le montant, les dettes, la responsabilité, mais ce n'était pas ça le problème. La vraie douleur poignante, c'était qu'ils n'avaient même pas demandé, ils ne m'avaient pas donné le choix, ils m'avaient juste utilisé. Alors que les premiers rayons de l'aube se faufilaient dans la pièce, peignant le plafond d'un argent terne, je ne pouvais plus m'accrocher à la version de l'erreur. Cela devenait clair, comme dans un miroir soigneusement lavé. Les dates correspondaient, les traces correspondaient, les documents correspondaient. Je me suis souvenu comment Charlotte avait parlé de la maison, sa maison parfaite, tant attendue, qui était censée être le début d'un nouveau chapitre. Elle décrivait le porche avec une chaise à bascule où elle boirait son café le matin, parlait d'un sous-sol spacieux qui pourrait être converti en salle de jeu si elle avait un jour des enfants, rêvait d'une ou deux chambres d'amis, juste au cas où. À ce moment-là, elle était au chômage. Son historique de crédit était ruiné, et n'importe quelle banque l'aurait refusé, mais maman avait juste souri, comme toujours, et dit, presque dans un murmure, mais avec confiance: ne t'inquiète pas, Sophie trouvera toujours un moyen. Ce n'est que maintenant, des années plus tard, que j'ai réalisé que maman avait voulu dire moi, j'étais le moyen. Je suis allé au classeur dans le salon, lourd, démodé, avec des tiroirs rouillés, et j'ai commencé à fouiller dans les tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis des années. Il y avait des déclarations d'impôts soigneusement pliées, des copies de mes pièces d'identité, des polices d'assurance, toutes les choses que j'avais collectionnées au fil des ans, à la fois pour moi et pour maman lorsque je l'aidais avec les papiers pour son opération. Et là, elles étaient, des feuilles remplies par moi, avec ma signature, avec mes informations fournies de bonne foi, tout ce qu'il fallait à quelqu'un pour se faire passer pour moi. Je les avais remises aux gens que j'aimais. J'étais la fille pratique, celle sur qui on pouvait toujours compter, pas celle qui se plaignait, exigeait ou argumentait, celle qui décidait en silence. Liliane n'a pas besoin d'aide, disait maman. Elle est forte, elle s'en sortira. Cela sonnait comme un compliment, un titre honorifique, mais maintenant je voyais le prix que j'avais payé pour cela. C'était un compromis. Je payais avec la stabilité, le silence, la prévisibilité, et en retour, les autres avaient la liberté de faire des erreurs. Charlotte a eu une autre chance, une autre tentative. Quand elle oubliait de nettoyer, tout le monde soupirait juste. Elle traverse une période difficile. Quand moi j'oubliais quelque chose, ça n'aurait pas dû arriver du tout. Tu sais bien que Liliane
me disait-il, toujours avec ce ton qui ne transmettait pas de l'inquiétude, mais une attente de perfection. Quand Charlotte a eu un accident de voiture, papa a juste haussé les épaules et dit, c'est à ça que sert l'assurance. Mais si j'avais fait une erreur? Il n'y avait aucune marge d'erreur alors, maintenant je voyais comment tout s'était arrangé, et la vérité qui m'était révélée faisait beaucoup plus mal que le montant de la dette, car les dettes peuvent être remboursées, mais la confiance n'est pas si facile à restaurer. Je me suis souvenu comment, à la faculté, j'avais une fois demandé à ma mère un ordinateur portable d'occasion parce que le mien n'était plus à la hauteur. Elle ne m'a pas grondé, elle n'a pas refusé catégoriquement, elle m'a juste tranquillement rappelé que nous ne roulions pas sur l'or, s'était dit calmement, comme un fait, mais dans ses yeux, il n'y avait même pas l'ombre d'une pensée pour essayer de trouver une solution. J'ai accepté cela alors, comme tout le reste, non pas parce que ma famille ne m'aimait pas, cela aurait été encore plus facile à gérer, mais parce qu'il semble qu'ils ne pensaient sincèrement pas que j'étais le genre de personne qui pouvait être blessée. Je pense qu'ils ont décidé que j'étais assez forte, que je survivrais, que si tout s'effondrait soudainement, je ramasserais les morceaux. Peut-être est-ce pour cela qu'ils se sont permis d'utiliser mon nom, mon historique de crédit, mon identité, pour obtenir la maison que Charlotte voulait, parce qu'ils savaient que si tout échouait, Liliane pourrait s'en sortir. Mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de la vengeance, c'était comme si un rideau avait été levé et que je pouvais enfin tout voir tel que c'était, sans excuse, sans illusion. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sentant mes mains devenir lourdes, mes doigts bougeant avec difficulté comme dans de l'eau visqueuse, mais j'ai quand même appelé la banque, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je savais que sinon, je resterais à jamais à ce point, entre la peur et la vérité, et j'avais laissé les autres me dire que j'allais bien pendant trop longtemps. La femme à l'autre bout du fil était polie, claire, avec cette chaleur de banquier qui n'a pas besoin d'être réelle, et je l'ai entendu promettre calmement d'envoyer tous les documents relatifs à mon dossier. Elle ne savait pas qu'un seul fichier, un PDF silencieux, allait changer mon monde, pas bruyamment, pas avec un fracas, mais sourdement, comme la glace qui glisse d'un toit au printemps, alors qu'on n'est pas prêt à l'entendre. La lettre est arrivée rapidement, je l'ai ouverte dans le silence de midi, quand la lumière dans la pièce était particulièrement directe, presque dure, soulignant la poussière dans l'air, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. J'ai cliqué sur la pièce jointe, et des pages se sont ouvertes devant moi, lignes grises, police imprimée, numéro, champ, et soudain, mon nom en entier, sans abréviation, date de naissance, numéro de sécurité sociale, et en bas, une signature qui ressemblait à la mienne, comme une jumelle, mais étrangère, comme une inconnue dans le miroir. Je l'ai regardé longtemps, en surface, tout était correct, les lettres soignées, l'inclinaison juste, même la façon dont la boucle à la fin du nom de famille s'enroulait, et pourtant, ce n'était pas ma main, ce n'était pas la manière prudente dont j'écrivais toujours la lettre T. En faisant une pause avant la ligne verticale, il n'y avait pas la légère inclinaison de la lettre T dans le nom de famille, qui montait toujours un peu, mon imperfection personnelle. Cette signature était trop régulière, trop confiante, quelqu'un s'était entraîné longtemps, quelqu'un me répétait, et en la regardant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je regardais quelqu'un s'habiller avec mes vêtements, essayer ma vie. C'était assez similaire pour tromper le système, pour passer la diligence raisonnable, pour convaincre la banque, mais pas moi. Je savais qui avait fait ça, je connaissais l'écriture, je connaissais la main qui était derrière tout cela. C'était Charlotte, et pourtant, je n'ai pas appelé, je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas pleuré dans mon oreiller, je n'ai pas exigé d'explications, j'ai juste commencé à rassembler des preuves. J'ai passé la nuit entière à fouiller dans les tiroirs, les dossiers, les courriels, à sortir de vieux formulaires, des copies de déclarations d'impôts, des polices d'assurance, des formulaires médicaux, toutes les choses que j'avais signées sans réfléchir lorsque j'aidais mon père à obtenir les prêts étudiants de son neveu, lorsque je travaillais à temps partiel à l'université et que je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur. J'ai collecté les traces de ma propre gentillesse, de ma propre confiance, qui s'était maintenant retournée contre moi. J'ai tout imprimé, rapport de crédit, copie de pièces d'identité, une liste de chaque compte à mon nom. C'était comme un procès, sauf que la victime et le témoin étaient les mêmes. Je n'avais jamais possédé ma propre maison, je n'avais jamais signé d'acte notarié, mais maintenant, il y avait un accord hypothécaire complet de la Banque Nationale Liberté devant moi, avec mon nom dessus, signé, notarié, juridiquement contraignant, fait dans mon dos, comme si quelqu'un vivait une seconde vie en utilisant moi comme un masque. J'ai gardé les papiers sur la table de la cuisine pendant des jours, soigneusement empilés, comme s'ils étaient une sorte de rapport comptable, alors qu'en réalité, c'étaient des morceaux de ma vie, arrachés, remplacés, mutilés. Je les regardais tous les jours en buvant mon café du matin, en lavant la vaisselle, en essayant de lire. C'était comme regarder les photos de mariage de quelqu'un d'autre, où l'on est la mariée. Je continuais de travailler,
mais ma tête tournait. J'essayais de me concentrer sur mon projet universitaire, mais ce n'était plus l'université, c'était la survie, tout ce que je faisais. Et routinier, répondre aux courriels, éditer des textes, noter des devoirs, mais à l'intérieur, je m'effondrais lentement, au travail. Claire, ma collègue et presque ma seule amie, remarqua que je fixais le mur à l'heure du déjeuner, n'entendant ni les conversations ni le bruit des assiettes, et elle posa une main douce sur mon épaule et dit « Liliane, c'est comme si tu retenais ton souffle ». Cette simple phrase m'abasourdit, comme si elle voyait ce que j'essayais désespérément de cacher, et je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté, peut-être parce que c'était cette personne rare qui demandait réellement « Comment vas-tu » et voulait entendre la réponse, et ne se contentait pas de hocher poliment la tête en réponse à « Bien ». Elle n'essaya pas de me consoler, ne me serra pas dans ses bras, ne dit pas le traditionnel « Tout ira bien ». Au lieu de cela, elle sortit son téléphone, tapa quelque chose, puis me tendit l'écran « Appelle-le, il s'appelle Maître Moreau, il est intelligent et il n'a pas peur des drames familiaux », dit-elle doucement. C'est ainsi que j'ai rencontré Maître Moreau, un homme d'environ 60 ans, peut-être un ancien militaire. Il avait une certaine prestance, de la sévérité, un silence respectueux, son visage était sévère et sa voix était calme et professionnelle, et cela me fit soudainement me sentir mieux. Il ne posa pas de questions inutiles, et je réalisai qu'il était temps d'arrêter d'être celle dont on dit « elle peut s'en sortir ». Nous avons rencontré Maître Moreau dans un petit café quelconque, à quelques pâtés de maison de mon appartement, un endroit où les étudiants avec leurs ordinateurs portables et les mères avec leurs enfants passaient généralement le temps après une promenade matinale. Pas de bureau strict avec des dossiers métalliques, pas de secrétaire derrière le comptoir, il n'y avait même pas l'impression que nous discutions de quelque chose d'important, juste une table près de la fenêtre, un homme d'environ 60 ans avec des yeux clairs et une tasse de café noir fort, qui sentait légèrement les grains torréfiés. Il ne se donna pas de manière, ne se répandit pas en politesse, il hocha simplement la tête vers la chaise en face de moi et attendit que je sorte les documents. J'ai étalé devant lui tout ce que j'avais collecté ces jours-ci, impression de contrat, copie de lettres, page avec une signature falsifiée, vieux formulaire avec une vraie signature, une liste de factures et de notifications, toute une vie réduite à des preuves sur papier. Il les parcourut en silence, avec cette attention concentrée qui n'a pas besoin de commentaires, ses doigts tournaient méthodiquement page après page, et seul le léger tapotement de son ongle sur la table trahissait qu'il notait quelque chose pour lui-même. Je restai immobile, serrant une tasse de tisane de camomille, froide depuis longtemps, et je sentis l'air entre nous s'épaissir, quand il ferma finalement le dossier et leva les yeux vers moi. Je ne vis ni pitié ni choc dans ses yeux, seulement de la franchise et de la compréhension. « Comprenez-vous ce que c'est » demanda-t-il calmement, sans pression, mais d'une manière telle que je ne pouvais pas détourner le regard. « Je crois que oui » murmurai-je, n'entendant presque pas ma propre voix. Il hocha la tête. « C'est une fraude et un vol d'identité » dit-il, et ces mots, bien que je les ai déjà répétés 1000 fois pour moi-même, sonnèrent comme une sentence sortie de ses lèvres. Mon cœur se serra, et je hochai la tête, presque imperceptiblement. « Je ne veux pas ruiner leur vie » dis-je, baissant les yeux vers la table, « je veux juste que cela soit arrangé. » Il gloussa doucement, non pas avec moquerie, mais avec une pointe de sympathie. « Vous ne ruinez la vie de personne, Liliane, vous ne faites que reprendre ce qui a toujours été à vous. » Et puis il commença à expliquer calmement, point par point, comme un homme qui avait mené des gens à travers des tempêtes similaires de nombreuses fois, déposé un rapport de police, informé la banque, commencé à rassembler des preuves supplémentaires, contester l'hypothèque en justice, déposer des plaintes formelles si nécessaire. « Ce ne sera pas facile, avertit-il, une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière, les ponts brûleront. » Les mots me transpercèrent, brûler, comme si le pont existait encore, comme si je ne l'avais pas traversé seul pendant tant d'années, me convainquant que quelqu'un viendrait à ma rencontre à mi-chemin. Tard cette nuit-là, j'ai tendu la main vers la tablette supérieure du placard et j'ai sorti une boîte poussiéreuse que je n'avais pas ouverte depuis que nous avions déménagé. À l'intérieur, parmi de vieilles notes, de petits souvenirs et des cartes postales, j'ai trouvé celle-là, une carte de vœux de ma mère, son écriture ronde, douce, familière, et facile à lire même maintenant. Sur le devant de la carte, il y avait un bouquet de roses, et à l'intérieur, les mots « Joyeux 29e anniversaire à notre compagnon constant, nous ne te le disons pas souvent, mais tu as toujours été notre roc, notre plan de secours, nous avons tellement de chance de t'avoir, notre plan de secours. » Je suis sûr qu'ils ont pensé que c'était touchant, et j'ai peut-être pensé la même chose autrefois, mais maintenant, ces mots résonnaient différemment. J'ai vu leur vraie essence. Je n'ai jamais été l'héroïne de leurs histoires, j'étais la solution, celle qui réussit à coup sûr, celle qui est silencieuse, celle qui est pratique. Le jeudi arriva trop vite, le jour pour lequel je m'étais préparé et que je redoutais. Je me tenais devant la maison de mes parents, la même avec les volets blancs,
la peinture écaillée sur la balustrade du porche, et le vieil érable que mon père et moi avions planté un jour pour mon 12e anniversaire. J'avais un sac dans les mains, et dedans, un dossier avec des preuves. Je le tenais si fort qu'il me semblait que le papier allait me brûler la peau de la paume. Je ne leur avais pas parlé de la semaine, pas depuis cet appel de la banque, pas depuis cette rencontre avec Maître Moreau, quand il était devenu clair que ce n'était pas une erreur, pas un malentendu, c'était un crime, un vrai, avec des signatures, des sceaux, et il savait. Je levai quand même la main et frappai. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme s'il m'attendait. Maman, en tablier de maison, les joues roses, sourit comme si rien ne s'était passé. Liliane, ma chérie, dit-elle, et sa voix était joyeuse, chaleureuse, comme si j'étais passé pour le dîner du dimanche. J'étais juste sur le point de sortir le rôti du four, comme si c'était un jour. Comme les autres, je suis entré, la maison sentait les mêmes vieilles odeurs, nettoyant au citron, oignon, un soupçon de cannelle, ça sentait l'enfance, les soins, la fausse sécurité. Charlotte était recroquevillée sur le canapé comme un chat, le visage collé à son téléphone, un verre de vin vide était posé à côté d'elle. Papa était, comme d'habitude, installé dans son fauteuil devant le match de football à la télévision, calme, détendu, comme si je n'avais pas apporté une tempête dans la maison. Personne ne croisa mon regard, personne ne se leva, ne s'approcha, ne demanda « Tu vas bien ?» C'était comme s'il ne savait pas ou faisait semblant de ne pas savoir, et j'ai réalisé que toute ma vie avait été comme ça. Je venais en douleur, il se détournait, j'apportais de l'aide, il l'acceptait sans demander à quel prix. J'ai été silencieuse pendant le dîner, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que chaque mot en moi était aussi tranchant qu'une lame, et j'avais peur que si je parlais trop tôt, tout déborderait trop violemment, trop honnêtement, trop irrévocablement. Nous avons mangé un ragoût avec des carottes et des oignons, une purée épaisse et des haricots verts parsemés d'ail frit, un dîner familier, presque cérémonial, plat après plat, comme si rien n'avait changé, comme si je n'étais pas entré dans cette maison avec des preuves dans mon sac et une détermination glaciale dans la poitrine. Ma mère bavardait sur de petites choses, sur une voisine qui avait à nouveau déterré son jardin, sur un coupon pour de la lessive qui s'était avéré contrefait. Charlotte se plaignait des nouvelles règles dans son quartier, qu'on ne peut pas se garer le mardi, que quelqu'un lui avait laissé un prospectus sur sa porte et qu'elle pensait maintenant prendre un chien. Papa grommelait contre l'arbitre à la télévision, agitant la main comme s'il l'avait entendu, et j'attendais, quand le dîner fut terminé et la table débarrassée, quand la dernière fourchette eut teinté contre l'évier et que la cuisine fut remplie des bruits de l'eau qui coulait, de l'odeur du liquide vaisselle, je parlais enfin. Je peux vous poser une petite question? Demandai-je, mon ton presque désinvolte, comme si je demandais quelque chose sur l'assurance ou l'huile moteur. 3 têtes se tournèrent vers moi en même temps, leur visage calme, curieux, presque détendu, attendant une autre routine, peut-être sur le stationnement, peut-être sur un reçu, et puis j'ai demandé, calmement et directement, est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur un prêt hypothécaire à mon nom? Le silence tomba instantanément, comme si tout l'air de la pièce avait été aspiré en une seconde. Les épaules de Charlotte se tendirent, comme si elle attendait un coup. Le sourire de maman se figea, comme si son visage s'était transformé en masque de porcelaine. Papa s'éclaircit la gorge, détourna le regard, comme si le bruit de la télévision était soudainement devenu plus intéressant, et je ne bougeais pas, je ne détournais pas le regard, j'attendais, pas en accusant, pas en espérant. Juste en attendant, maman parla la première, doucement, avec ce ton maternel dans la voix qui était généralement réservé à quelque chose de gênant ou de désagréable, comme une facture en retard. Oh, chérie, ce n'était que des papiers. Sophie avait besoin d'aide pour se qualifier, tu ne paies rien en réalité. Je la regardai, mais ne dis rien, c'est la famille, dit Charlotte, ne levant pas les yeux de la table, tu as un bon crédit, pas moi, ce ne serait pas juste si. Elle ne termina pas sa phrase, mais elle le dit avec une telle certitude, une telle logique, comme si j'étais méchante de même poser la question, comme si j'avais brisé un contrat familial tacite où j'étais une ressource et non une personne. Je les regardais, la femme qui m'avait un jour serré dans ses bras quand j'avais de la fièvre, la sœur que j'avais bercée pendant ses cauchemars, le père qui, après la mort de ma grand-mère, m'avait dit, tu es mon réconfort, Liliane, tu m'aides à respirer. Et soudain, je vis clairement, si clairement, ils ne pensaient pas que ce qu'ils avaient fait était mal, pour eux, c'était logique, presque inévitable, ils pensaient que c'était normal de tout me laisser sur le dos, ils croyaient que c'était moi qui devais porter le fardeau. Merci pour l'explication, dis-je, ma voix égale, calme, presque polie. Charlotte se détendit, retourna à son téléphone, comme si la tension s'était dissipée. Papa prit la télécommande et changea de chaîne. Maman prit une serviette et commença à essuyer la table, son visage se lissant enfin, comme si tout était revenu à la normale, mais aucun d'eux ne comprit ce qui s'était passé. Ils ne remarquèrent pas le changement, ils ne comprirent pas que j'étais parti, qu'ils m'avaient perdu, pas dans le scandale, pas dans les cris,
Mais dans ce silence même, quand je ne me suis pas défendu, n'ai pas essayé de me justifier, j'étais toujours la même Liliane à l'extérieur, toujours aussi silencieuse. Toujours aussi parfaite, seulement à l'intérieur, tout était fini, je ne suis pas venu chez mes parents pour me battre, je suis venu pour les écouter, pour leur donner une chance de dire la vérité. Mais ils ont utilisé cette chance pour expliquer pourquoi leur trahison était attentionnée et mon indignation de l'ingratitude, ils ne se sont pas excusés, ils ont donné des excuses, le lendemain matin, je suis allé au commissariat de police, le commissariat sentait le vieux plastique et la poussière de papier, l'agent qui a pris ma plainte avait l'air fatigué, avec cette expression spéciale qu'ont les gens qui voient des familles se déchirer tous les jours à cause de l'argent, de la tromperie, de l'injustice, il était amical mais distant, je lui ai remis le dossier soigneusement préparé. Tout ce que Maître Moreau m'avait aidé à rassembler, il a tout lu attentivement, lentement, s'arrêtant parfois sur les lignes qui parlaient de la signature falsifiée, du prêt, des copies. Des pièces d'identité, êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, demanda-t-il, non pas avec doute, mais avec une compréhension de ce qui se cachait derrière tout ça, les documents, le silence, la solitude, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, si je ne fais pas ça, ils recommenceront. Il a hoché la tête, a apposé un tampon, et c'était officiel, le même jour, je suis allé au bureau de poste, j'ai pris une enveloppe, y ai mis des copies du rapport de police, une lettre demandant que le prêt soit déclaré invalide, des scans des documents, je l'ai tendu à l'employé de la poste, et il l'a jeté dans le bac sans regarder, comme si ce n'était qu'une lettre parmi des centaines, mais pour moi, c'était la limite, j'ai tracé la ligne, pas d'hystérie, pas de menace, juste le silence, quelques jours passèrent, puis 5, puis une semaine, pas d'appel, pas de message, juste le silence, et la lourdeur dans ma poitrine, non pas par peur, mais par le fait que je m'étais enfin autorisé à être non pas un soutien, mais une personne, c'est arrivé le soir, juste après que le ciel dehors s'est assombri et que les dernières réflexions roses du coucher de soleil se sont dissoutes dans le bleu envahissant lentement, j'étais assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture de laine, une tasse de tisane de camomille à la main, laissant le silence de l'appartement me guérir comme un médicament, quand on a frappé à la porte, ce n'était pas trop fort, mais décidé, comme des pas qui n'ont pas de chemin de retour, je suis allé au Judas, ne m'attendant à personne, et je l'ai vue, ma mère, elle se tenait là dans son plus beau manteau, celui qu'elle ne portait que pour les occasions spéciales, avec un col bordé de fourrure grise, un étrange mélange était visible sur son visage, une rage cachée tremblait au coin de ses lèvres, et la peur se reflétait dans ses yeux, pas le genre qui vient quand ça fait mal, mais le genre qui vous saisit quand il devient clair que vous avez été pris. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas fait un seul pas de côté, je ne l'ai pas invitée à entrer. Mais elle n'a pas attendu, elle a avancé, comme si la maison était toujours la sienne, comme si le droit d'être entendu ne nécessitait pas de permission, et elle a sifflé, comment as-tu pu? Comment oses-tu aller voir la police? Sa voix était aiguë, dure, comme la glace qui craque sous les pieds, mais sous la dureté, j'ai entendu autre chose, une note de panique tremblante, comme si elle n'avait pas peur de moi, pas peur que je rompe avec eux, mais peur de ce qui allait suivre, les conséquences, la révélation, la honte publique, pas peur pour la famille, mais peur d'être découverte. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé, la femme qui m'avait un jour préparé une tarte aux pommes pour mon anniversaire, celle dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie, et je n'ai rien dit, je pensais que tu comprendrais, dit-elle plus doucement, presque avec regret, Charlotte avait besoin d'aide, la famille doit rester unie. Non, dis-je, tout aussi doucement, mais fermement, la famille demande, la famille ne vole pas, ses yeux s'écarquillèrent, et elle cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cela de ma part, comme si mon calme l'avait plus abasourdi que si j'avais crié, tu as tout ruiné, dit-elle sèchement, et les mots n'étaient pas un reproche, mais une accusation, comme si j'avais causé l'effondrement de leur monde, tu ne te rends même pas compte de ce à quoi nous ressemblons. Maintenant? J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai rien ruiné, dis-je, j'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas cassé. Elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais j'avais déjà commencé à fermer lentement la porte, le loquet a cliqué, un petit bruit, mais pour moi, il était plus fort que n'importe quel cri, c'était une fin, un point final, Charlotte m'a appelé 15 fois cette nuit-là, l'une après l'autre, les appels entrants brisaient le silence de l'appartement comme des moustiques dans la nuit, elle a laissé 5 messages vocaux, je n'en ai écouté aucun, je les ai juste tous supprimés, non pas parce que je ne voulais pas entendre sa voix, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai compris, je n'ai pas à me donner à qui que ce soit si cela me fait mal, et le lendemain matin, pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillé avec un sentiment que je ne pouvais pas nommer immédiatement, ce n'était pas du bonheur, ce n'était même pas du soulagement, c'était la liberté, il y avait déjà une lettre dans ma boîte de réception, un courriel de la Banque nationale.
Liberté, il disait que mon prêt hypothécaire avait été suspendu en attendant une enquête interne, il s'excusait formellement, il disait qu'ils examinaient les registres du notaire, vérifiaient les signatures, mon nom n'était plus juste un numéro sur un rapport de crédit, il était devenu Viva. NT, mon histoire personnelle, la vérité, j'ai appelé Maître Moreau, sa voix au téléphone était toujours égale, ils prennent ça au sérieux, dis-je, il n'était pas surpris, c'est comme ça que ça marche, dit-il, surtout si vous ne criez pas, mais montrez juste les faits. Et il avait raison, je n'ai pas supplié, je n'ai pas exigé, je suis juste resté là et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même, et c'était suffisant, des semaines passèrent, et dans ce nouveau silence de ma vie, cette distance avec ceux qui auraient dû être les plus proches, j'ai soudain senti le silence s'amplifier, pas de message, pas d'invitation, pas de reproche sur la façon dont je devrais être reconnaissante pour la famille que j'avais, ils n'ont pas essayé de me reconquérir. Pas d'excuses, pas d'explications, ils ont juste semblé se détourner, non pas de la vraie moi, mais de la vieille version de moi qui disait toujours oui, mais elle était partie, à sa place, il y avait une femme qui commençait à se souvenir de ce qu'elle aimait, j'ai recommencé à aller au marché de producteurs, à acheter des herbes fraîches, des bouquets de jonquilles, du fromage qui s'effritait dans mes mains, j'ai mis des fleurs sur la table de la cuisine, juste parce que ça me faisait du bien, j'ai lu des livres, non pas parce que je devais, mais parce que j'en avais envie, et je ne vérifiais plus mon téléphone toutes les 6 minutes, attendant que quelqu'un d'autre s'attende à moi, je ne voulais pas de vengeance, je ne voulais pas qu'il souffre, je voulais juste de l'air et du silence, un espace où je pourrais être moi-même à nouveau, et finalement, je l'avais, les mois passèrent, le printemps arriva lentement, timidement, comme s'il n'était pas sur lui-même de pouvoir refleurir, les arbres s'ouvraient avec de timides pétales roses, des pissenlits jaunes apparaissaient le long des routes, c'était comme si le monde offrait un nouveau départ, bien que je ne savais pas encore si j'étais prête, j'ai simplifié tout ce que j'ai pu, j'ai répondu aux lettres de Maître Moreau, j'ai signé quelques autres papiers, j'ai vérifié mon rapport de crédit avec méfiance, comme un bulletin météorologique auquel on ne veut pas croire mais qu'on suit quand même, l'affaire n'était pas classée, les conséquences demeuraient, mais quelque chose en moi s'était apaisé, pas guéri, non, mais calmé, mes week-ends devinrent les miens, seul, je parcourais les sentiers forestiers, je me suis inscrite à un cours de poterie au centre régional, j'ai commencé à aider à la bibliothèque le samedi, à ranger les livres, à parler doucement aux enfants, à recommander des romans aux femmes de mon âge, ce n'étaient pas de grands exploits, pas de grands changements, mais ils étaient les miens, seulement les miens, des heures sur lesquelles personne d'autre n'avait de contrôle, un matin, quand le ciel était encore frais et que l'air me rappelait la rosée des nuits, je me tenais derrière mon petit stand au marché d'artisans local, où les gens souriaient aux inconnus et où chaque objet n'était pas juste une chose, mais un morceau de l'histoire de quelqu'un, sur ma table recouverte d'une nappe en lin, se tenait une rangée irrégulière de tasses, de bols, d'assiettes. Toutes faites de mes mains, avec mes empreintes digitales, avec l'empreinte de ma nouvelle vie, lentement restaurée, elle n'était pas parfaite, ici et là, la glaçure était inégale, par endroits, l'argile était craquelée, mais dans chaque chose, il y avait quelque chose de réel, quelque chose de simple, et peut-être même de guérissant, une femme dans un coupe-vent vert et aux yeux doux a ramassé une petite tasse sur laquelle j'avais gravé le mot « réclamation », elle l'a tournée dans ses mains, sentant les endroits rugueux, regardant les lignes que j'avais dessinées avec patience et soin. « Pourquoi l'avez-vous appelée ainsi » demanda-t-elle, et sa voix n'était pas oisive, pas désinvolte, il y avait de l'intérêt en elle, comme si elle savait qu'il y avait plus qu'une simple fantaisie. J'ai légèrement souri, haussé les épaules, comme si l'explication me venait d'elle-même, parce qu'elle n'aurait pas dû exister du tout, mais la voici. La femme a hoché la tête, m'a rendu son sourire, a sorti quelques billets froissés et est partie, laissant la tasse avec elle et emportant avec elle non pas juste un objet, mais une partie de mon nouveau départ. Ce soir-là, assise sur le balcon, enveloppée dans un cardigan de laine et regardant la vapeur s'échapper de ma tasse préférée, j'ai soudain senti que pour la première fois depuis de nombreuses années, le silence autour de moi ne me faisait pas peur, ne me rongeait pas, ne me remplissait pas d'anxiété, ce n'était pas le silence de la solitude, c'était le silence de la liberté, et dès que je me suis laissé détendre, laissé le moment être, je les ai vus, ils se tenaient au bord du parking près de ma maison, là où l'asphalte se terminait et où commençait l'ombre douce du vieil érable. Maman, papa, Charlotte, ils ne s'approchaient pas, mais ils ne partaient pas non plus, ils se tenaient là comme des gens qui n'étaient pas sûrs s'ils devaient faire un pas avant ou reculer, et cette fois, je n'étais pas pressé, je ne me cachais pas derrière le rideau, je me suis levé, prenant mon temps, et j'ai descendu lentement les escaliers. Quand je suis sorti vers eux, ils se sont arrêtés, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je m'approche. Liliane. La voix de maman tremblait, mais il y avait plus de supplication que de remords. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours une famille. Charlotte s'approcha, le visage fatigué, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré ou n'avait pas dormi de la nuit.
j'ai juste besoin d'aide, juste pour un petit moment, s'il te plaît, ne nous rejette pas, mais je ne me sentais plus en colère, je ne voulais pas crier, il n'y avait qu'une compréhension calme à l'intérieur, claire comme du verre, je savais qu'ils n'étaient pas ici par amour, ils étaient venus parce qu'ils avaient encore besoin de moi, j'ai posé mon sac sur le trottoir, je les ai regardés un par un, m'attardant sur chacun, vraiment, demandai-je, maman a hoché la tête, et dans ce hochement, il y avait tellement de désir de revenir au passé, à l'endroit où je disais toujours oui, j'ai soupiré, dit doucement, j'espère qu'un jour, vous comprendrez vraiment ce qu'est une vraie famille. Ils se turent, personne n'argumenta, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre sans demander, ce n'est pas quelque chose dont on ne se souvient que lorsque c'est pratique, je pris une épaisse enveloppe de la poche de mon manteau, à l'intérieur se trouvait une copie du même document hypothécaire avec une signature falsifiée. Un tampon rouge dans le coin, invalide, derrière, il y avait une carte de vœux, vieille et un peu décolorée, mais avec les mots de maman écrits clairement. Tu as toujours été notre plan de secours. Je tendis l'enveloppe à maman, ses mains tremblèrent en la prenant, je ne suis pas en colère, dis-je doucement, presque dans un murmure, plus maintenant. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, peut-être se justifier, peut-être s'excuser, peut-être convaincre à nouveau, mais je n'ai pas attendu, je suis libre maintenant, dis-je, et je ne reviens pas, je me suis retourné et je me suis éloigné, mais pas raisonné sur les marches en béton, fort comme une alarme, comme si chaque coup était l'argument final, le dernier mot dans une conversation qui avait duré toute ma vie, en haut, je m'arrêtai un instant, le vent attrapa le bord de mon manteau, le soleil se couchait sous l'horizon, projetant de longues ombres presque fantomatiques des silhouettes figées en bas, je murmurai les mots, adressés non pas à eux, mais à moi-même, parfois, partir est la chose la plus forte que vous puissiez dire. Et je le croyais avec chaque cellule de mon corps, ils ont utilisé mon nom comme s'il leur appartenait, mais je l'ai repris, pas de cris, pas de scène, je suis juste parti, et ils ne pouvaient pas ne pas remarquer ce silence, si vous avez déjà été traité comme un plan de secours, vous comprendrez pourquoi je ne me suis pas retourné, abonnez-vous si vous aussi vous êtes fatigué d'être silencieux, car certaines vérités ne peuvent pas être pardonnées, et à partir de maintenant, je ne suis plus le plan de secours de personne, je suis l'une des leurs.